Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Autour du cacao, le podcast qui va au-delà du chocolat. Je suis Willy Gabriel et je suis très heureux de vous accompagner et de vous avoir sur ce nouvel épisode avec mon fier co-host Axel Emmanuel. C'est un chocolatier primé, très connu, mais aujourd'hui on va parler de toute autre chose. On va parler de tout ce qui se fait autour du cacao avec notamment son expertise, qu'est-ce qu'il a développé et surtout cette approche très intéressante que nous livre la RTBF, on en parlera plus tard, via certaines innovations dans le domaine du cacao. Aujourd'hui, on parle de cacao souverain, un cacao dont malheureusement encore beaucoup de sous-produits sont négligés, jetés, les cabosses, le jus, etc. On parle d'un cacao équitable qui permet de soulever et d'augmenter les revenus des paysans. Et aussi, on parle d'un cacao tout simplement fier et comme vecteur, n'est-ce pas, de développement dans son sens totalement en entier. Moi, je suis très content de vous avoir, Axel. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour Willy, je vais très bien. Parfait. Écoute, moi je suis content, encore une fois, je me redis, mais voilà, au début, pour donner un peu la genèse aux gens de cette aventure, on en reviendra, mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur la valorisation des sous-produits du cacao, et je suis tout de suite venu te voir. Et la réalité, c'est que moi, en tête, j'avais une ou deux idées de transformation, notamment les fertilisants, parce que les paysans en ont besoin, ou peut-être le jus que j'avais déjà eu à goûter. Mais je me souviendrai toujours de cette séance de travail où pendant presque 1 heure, tu m'as dit tout ce qu'on pouvait faire avec le cacao. Et je me suis dit, ok, déjà de un, je te tiens, je te lâche plus. Et de deux, c'est beaucoup plus large que je pensais. Donc merci encore vraiment du soutien et de l'effort. Maintenant, on est embarqué ensemble sur cette aventure, mais on va commencer dès le départ. Si on parle de cacao, c'est une plante qui a été introduite en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas native. Est-ce que juste par là, et après on te présentera, mais juste, est-ce qu'on peut juste revenir voilà, sur ce premier détail? Le cacao nous vient d'où? Comment, pourquoi la Côte d'Ivoire en arrive à être le premier pays producteur? Alors, merci beaucoup Willy. Ce qu'il faut bien noter déjà, c'est que le cacao pousse dans environ 40 pays qui sont très souvent, pour la plupart, en dessous de l'équateur. Ok. Pour le dire, selon les estimations, on nous dit, selon l'histoire, on nous dit que c'est venu d'Amérique latine. Mais du fait que ça pousse, le cacao pousse dans les pays qui sont en dessous de l'équateur, ça veut dire que peut-être qu'il y a peut-être une recherche à faire pour savoir est-ce qu'il n'était pas déjà là même en Afrique. Ok. Bon, ça c'est un autre point de l'histoire. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, dans la science, la vérité d'aujourd'hui est l'erreur de demain. C'est possible. Mais officiellement, il rentre en Côte d'Ivoire par le biais des colons français, on va dire, Arthur Verdier, qui n'était pas lui... véritablement un colon, il était un négociant. Okay. Quand même, il avait ce statut-là, un négociant. Okay. Donc, les plantations, il introduit la cacaoculture même avant que la Côte d'Ivoire soit officiellement colonie française. Okay. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Donc, voilà, le cacao commence là à être cultivé ici, dans la zone d'Elima. Et Elima, c'est à Diaké, voilà, dans la zone là-bas. Okay. Et donc, les premières plantations ont été mises en exergue, quelques cinquantaines d'hectares, ainsi de suite, un peu plus. Et puis, ça a été développé plusieurs années avant de se développer dans toute la Côte d'Ivoire progressivement. Okay. Donc, voilà un peu l'histoire. Il faisait le cacao pour envoyer les fèves à l'étranger, en Europe, pour pouvoir le transformer en chocolat. Bien Donc, sûr. Il n'y avait pas véritablement. Il y avait quand même, c'était quand même très organisé parce que, je répète encore, pour ceux qui ne savent pas, c'est un négociant, c'est-à-dire c'est un entrepreneur. Okay. Arthur Verdier. Okay. Son entreprise même était officiellement inscrite à leur registre de commerce là-bas. Donc, c'est un entrepreneur. Mais en même temps, il a ses qualités de négociant et puis colon. Donc, voilà un peu comment il arrive à faire, à implanter cette culture-là ici. Ça se développe. Et puis, bon, voilà, ça quitte l'Est. Après, la boucle du cacao se répand quasiment dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on le retrouve quasiment à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, a changé carrément. Et puis même, pour certains, ils pensent qu'il est déjà même sorti de la Côte d'Ivoire. Il est parti vers le Libéria. C'est-à-dire la boucle de cacao se déplace. Et suit un peu les forêts. Donc, on est à cette époque-là, 18e, 19e. Oui, 1888 officiellement. Bon, ce que les gens disent jusqu'à... Voilà.
Donc le cacao arrive et surtout, juste point historique pour qu'on garde bien ça en mémoire, on a une époque d'empires coloniaux et chacun en fait avec sa boisson, son produit exotique essaye d'être le meilleur. On a le thé, on a le café aussi et puis finalement le cacao. Donc toutes les cours comme ça, les Anglais, les Néerlandais, chacun essaye de faire valoir. Et pour la petite histoire, le thé et le café sont déjà très bien implantés. Et les Belges, à l'époque, donc le roi de Belgique qui a ce petit pays qui est le Congo, qui est sa propriété particulière, se retrouve avec des tonnes de cacao. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en faire, sachant que la compétition est très très rude. Les autres ont déjà le thé et le chocolat et le café que tout le monde déguste. Donc, c'est ainsi qu'avec des firmes comme Calbo, etc., ils réussissent à créer ce produit, le chocolat, et il impose d'une manière très simple, c'est-à-dire que vous buviez du thé ou du café, on vous donne un carré de chocolat avec. Et c'est ainsi que ces choses naissent. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir juste ces petits points historiques. Il faut rappeler aussi que, tu vas dire, en même temps, il y avait des plantations de café aussi. Qui faisaient pas que le cacao. Et voilà, c'est donc... Il était négociant. Donc, il y avait même, il allait au-delà, palmier à huile, tout ça. Tout ce qui peut pousser et tout ce qui peut rapporter... Et les preuves sont là aujourd'hui. Si vous allez aux archives nationales ou en Europe, en France, vous allez avoir tout ce qu'il avait l'habitude de faire, jusqu'à Dabou, Assini, toute la zone. Son bureau était à Grand Bassam. Totalement. Ça s'appelait Verdier et compagnie. C'est une entreprise. Donc, en tout cas, le cacao arrive peut-être via, en tout cas, l'entremise de cet entrepreneur agricole. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a l'histoire qu'on a. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur, avec beaucoup d'efforts, très grosse contribution au PIB, le cacao notamment. Mais il y a toujours des voix. Il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire que peut-être les producteurs ne gagnent pas assez, pour dire que il y a d'autres choses à faire, pour dire que ce n'est pas encore transformé. En tout cas, on arrive sur ces pans et sur ces sujets-là. Mais déjà, Axel, moi, je voudrais te demander, toi, en tout cas, tu es très, très connu et reconnu en Côte d'Ivoire et ailleurs comme le chocolatier ivoirien. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux juste revenir sur cette aventure parce que tu n'es pas issu du monde de la chocolaterie à la base? Oui, déjà. Alors, moi, aujourd'hui, je suis hyper content qu'on va parler d'autre chose que le chocolat. C'est vraiment ça. Parce que vraiment, le nom du podcast en dit long, autour du cacao. Totalement. Tout du cacao, sauf le chocolat. Parce qu'on a déjà vraiment tellement essoré ce domaine-là avec le chocolat et tout ce que ça comporte. Bon, mais brièvement, moi, je suis artisan. Je sors aussi du domaine de la banque, mais il y a 15 ans maintenant. J'ai démissionné pour devenir artisan et j'ai été formé ici en Côte d'Ivoire par Chef Koné. Et puis, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, j'ai été vice-champion d'Afrique. Et puis, on a contribué à faire des marques de produits de chocolaté ici en Côte d'Ivoire. Et puis aussi dans le monde entier, voilà. Bon, si on veut dire. Mais aujourd'hui, vraiment bien ravi de pouvoir parler de toute autre chose et d'ouvrir les yeux des gens sur tout ce qui est autour du cacao et qui est vraiment plus impressionnant et bankable pour vraiment tous ceux qui voudraient entreprendre. Je vois. En tout cas, l'axe doit être bien conservé. Exactement. Et je retiendrai que tu restes très modeste sur ta présentation, mais c'est mais c'est pas grave. Ok, écoute, allons directement dans le vif du sujet. On va partager à ceux qui vont regarder le podcast plus tard un article. D'ailleurs, c'est toi qui me l'envoies de la RTBF, Radio-Télévision Belge, francophone, où il stipule vraiment, il donne, je pense, 5 ou 6 exemple de choses que l'on peut faire avec le cacao au-delà du chocolat. Tu es cité dans cet article nommément. Il nous parle d'eau de cacao, donc le jus, si on peut appeler ça aussi comme ça, les cosmétiques, les matériaux de construction. Sur toutes ces innovations-là, première question assez basique, laquelle t'a toi personnellement le plus marqué, et est-ce que tu peux revenir aussi sur du coup les cosmétiques, parce que dans l'article il parle de toi comme ayant mis en place cette poudre matifiante. Oui, alors c'est une poudre matifiante pour le teint qui permet de pouvoir faire une poudre libre matifiante pour le teint, ça veut dire un fond de teint pour les femmes, un cosmétique donc qui sort du cacao et qui est adapté à tout type de peau. Donc vraiment, c'est une autre manière de consommer le cacao autrement. Qu'on a mis en exergue et qui
voilà, les Belges étaient à Abidjan, et puis je crois ils ont la radio belge. En tout cas, ils ont vu ce qu'on a mis sur pied, et puis ils sont passés à la boutique, ils ont vu tout ça. Ok. Mais ouais. Pour moi, le côté cosmétique est l'un des côtés les plus valorisants. Ok. On peut faire beaucoup de chiffres. Ok. Ouais, la plus-value là-bas est quasiment énorme. Ok. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres côtés encore. Il y en a d'autres. Non, on y va progressivement, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, on va faire un petit décompte des innovations. Donc là, ça fait avec la poudre matifiante et l'aspect cosmétique. Mais sinon, de façon globale, l'Afrique aujourd'hui, c'est 70% du cacao mondial. C'est ça. C'est plus ou Côte moins... d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Nigeria. Ouais. 70% du cacao mondial. On parle de marché à presque 100 milliards, mais ça, c'est le marché cacao-chocolat, j'ai envie de dire. 100 milliards de dollars, oui. Tout à fait. C'est l'industrie du chocolat. Voilà, c'est plutôt l'industrie chocolatière où, encore une fois, l'Afrique a presque plus ou moins 2% dans ce marché. Voilà. L'Afrique et les planteurs, 6% officiellement. Okay. Sinon, les pays producteurs, 2-3%. Sur un marché à 100 milliards. Maintenant, les innovations et les alternatives, c'est tout un autre marché. D'après toi, est-ce que ça peut vraiment changer la donne ? Énormément. C'est un marché, il n'est même pas encore estimé. Parce que pour le chocolat, ils ont fait des estimations. Ouais. Mais pour le côté autour du cacao, comme on peut le dire, c'est vraiment pas, c'est inestimable. Et je suis persuadé qu'il va valablement au-delà. Il va valablement au-delà parce que quand vous regardez les industries de la cosmétique, c'est-à-dire qu'une plus-value de ce qu'un kilo de beurre de cacao peut vous faire en cosmétique, ce n'est pas comparable à ce que peut obtenir le chocolat. Vraiment, il n'y a même pas photo. Vous allez une crème de beauté, un lait de corps, par exemple, au beurre de cacao, il peut valoir 50 000 francs le litre minimum. Okay. Ouais, donc c'est beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus. C'est vraiment les grands artisans chocolatiers en Europe qui vont faire 75 € le kilo de chocolat, et ça, c'est avec d'autres mélanges à nouveau. Mais rien qu'un lait de corps qui est composé à plus de 50% d'eau. Voilà. Avec un peu de cacao, avec un peu de cacao et d'autres ça matériaux. tient des prix au litre qui dépassent presque vraiment, le prix de la fève, quoi. Vraiment, énormément. Donc ça, c'est vraiment juste un petit exemple. Okay. Donc, pour moi, tout ce qui est autour du cacao vaut beaucoup plus. Okay. Parce qu'on arrive encore à côté gastronomique, le côté, comment on appelle ça, fertilisant, vraiment, on va égrener ensemble. Qui peuvent être très intéressants. Ok, ben parfait. Ça fait notre deuxième produit. Donc, il y a la cosmétique. Il y a, parce que quand on ouvre le cacao et qu'on le met à fermenter, il y a ce jus-là qui s'écoule naturellement. Donc, le jus le mucilage qui s'écoule. Et ça, je pense qu'on a au moins 2 ou 3 façons de le processer, de le transformer, soit en jus naturel, vinaigre, alcool. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en premier lieu, vous pouvez utiliser ce jus-là pour faire une boisson, tout simplement. Donc, c'est un jus naturel, hyper désaltérant et magnifique, très doux, vraiment. Vous savez, ce jus-là, que vous pouvez pousser aussi en termes de fermentation pour arriver à l'alcool, que vous pouvez aussi, sur le même chemin, obtenir du vinaigre aussi. Vous pouvez aussi arriver à l'éthanol, donc l'alcool. Vous pouvez faire une eau de vie, donc une liqueur aussi. Vous pouvez faire aussi, comment on appelle ça, de l'alcool pour pharmacie médicale, voilà, que vous pouvez pousser à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, avec ce jus-là, faire du vin, carrément. Voilà, donc vous pouvez faire un vin avec ça, un vin de cacao, et même le mettre en canette, par exemple. Un vin en canette, pétillant, tout ça. C'est vraiment, il y a une panoplie. Tout un pan de transformation. Oui. Et ça, c'est des choses ici, en Côte d'Ivoire, très souvent, ce jus-là n'est pas valorisé. Il est quasiment, j'ai envie de dire, pour la plupart, on le jette. Donc, mettre la main là-dessus et pouvoir faire des choses, ce serait hyper valorisant et il y a beaucoup de chiffres d'affaires à se faire. Quand je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de, je crois, 30 millions de litres de vin qui vient de l'étranger. Voilà. Tout à fait. Donc, vous pouvez prendre ce vin-là et faire un rosé avec ça. C'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire des sorbets, comme je l'ai dit aussi, des glaces. Wow. Voilà, un jus de fruits comme ça que vous pouvez utiliser en glace dans un endroit où il fait chaud, un pays qui est tropical. Ça, ce serait une belle idée. Totalement. Et personne ne le fait. C'est ça qui est dramatique.
Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que déjà, tu insistes beaucoup sur le côté business et ça, je pense, c'est très intéressant parce que à la finale, la finalité, c'est qu'on a de belles conversations, de beaux échanges, mais il faut que derrière, ça puisse créer des vocations et que les gens puissent se dire, OK, c'est possible. Donc peut-être on va faire un petit crochet sur l'extraction de ce jus pour que les gens comprennent à quel point au final c'est simple. Parce que le processus de cacao, pour ceux qui ne le maîtriseraient pas, donc on va ouvrir la cabosse et puis on va sortir les fèves et on va les mettre à fermenter. Aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes qui sont des caisses de fermentation en inox avec un trou en dessous. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que naturellement, on n'a quasiment rien à faire. Le jus s'écoule et puis on peut le récolter. Et à chaque fois qu'on récolte du cacao, dans le monde entier, à chaque fois on a la possibilité de récolter ce jus. Donc c'est vraiment un sous-produit qui ne demande normalement pas beaucoup de travail. Bon, après il y a les pasteurisations et autres, mais qui ne demande en tout cas dans son extraction pas beaucoup de travail en plus. Exactement. Donc ça veut dire là pour des jeunes qui nous écoutent, ils ont la possibilité de faire un produit sans même avoir une plantation de cacao. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, bien sûr, pour créer ce produit-là sans avoir une plantation de cacao, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment 2 millions de tonnes. Ça, c'est 2023 quand même. La statistique de 2023, un peu plus moins cette année, mais vraiment, les plantations, c'est la chose qu'on retrouve plus facilement en Côte d'Ivoire. Totalement. Donc, aller chez les planteurs, récupérer le jus, l'acheter avec eux, par exemple, parce que ça va donner aussi, créer une économie locale, acheter le jus avec eux, et puis faire la transformation. Mais cette transformation-là, on peut les former à cela. C'est ça le truc. Moi, je forme à mon atelier, à ma petite école que j'ai mis sur pied, des gens qui veulent apprendre à transformer. Donc, très souvent, on propose des immersions en plantation, par exemple, pour recueillir le jus, le transformer, le fermenter pour pouvoir avoir ces différentes valorisations. Ces différents types de valorisation. Juste aller par exemple, à un alcool, par exemple. Voilà. Donc, pour faire une liqueur avec ça, on propose à des gens. C'est une formation qui se fait sur 5 jours. Voilà. C'est même pas... Voilà. Il y a plusieurs types de formations qu'on propose avec différents prix, bien sûr. Donc, on peut apprendre aux gens à pouvoir fabriquer cette liqueur. Ces différents produits. Voilà, cet alcool-là. Et pousser aussi, comme je l'ai dit, pousser jusqu'à l'éthanol. Vous pouvez avoir l'alcool qui est utilisé pour boire, mais aussi aller jusqu'à l'alcool médical qui peut pharmaceutique en pharmacie. Et diminuer les importations d'alcool. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup des éléments, surtout dans le domaine médical ici, qui sont vraiment tous importés comme beaucoup de produits en Côte d'Ivoire. Donc, au lieu d'importer, par exemple, ces produits-là, ça peut le faire localement. C'est des choses qu'on peut développer localement. Donc, pour bien suivre le compte, je pense que rien qu'avec le jus, on a presque 5 transformations possibles. Entre le jus frais, gelée. Là, on peut faire une gelée. Le vinaigre, la liqueur, l'éthanol. Et l'alcool médical, par exemple. On a presque 6 transformations juste avec le jus. Oui, juste avec le jus. Et c'est pas encore exhaustif. Il y a encore d'autres choses. Il y en a d'autres qu'on peut faire, par exemple, parce qu'il a une teneur élevée en sucre. Du coup, vous pouvez faire une marmelade avec ça aussi, tout ça. En faisant bouillir et en récupérant le sucre qui va rester. Ou même pousser même avec une pâte à tartiner qui sera 100% cacao. Wow. C'est impressionnant. C'est des choses qui sont pas valorisées. Donc franchement, au minimum 6 produits comme ça, rien que dans le jus. Mais c'est magnifique. Donc ça, on a le jus, mettons ça d'abord à côté. On a bien entendu qu'il y a des formations, on va en revenir à la fin. Tous ceux qui sont intéressés, plus d'infos, plus de détails, il n'y a pas de souci. Donc ça, on a pris le jus, on a vu ce qu'il y a à faire, environ 5 ou 6 produits, c'est déjà très impressionnant. Maintenant, prenons le gros de ce fruit qui est le cacao, qui est la cabosse. La cabosse, c'est presque 70% du poids du fruit, en fait. Oui. Les fèves, c'est à peine 20-30%. Oui, 20-30%, oui. Donc voilà. Donc ça veut dire que les dernières recherches nous disent que si la Côte d'Ivoire fait 2 millions de tonnes de fèves sèches, on est quasiment entre 17 et 20 millions de tonnes de cabosse. Exactement. Qui sont pour la plupart pas du tout utilisées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cabosses? Parce que ça, pour le coup, c'est un véritable danger même, j'ai envie de dire, parce que quand elles pourrissent dans le champ, ça favorise des maladies fongiques. Des maladies fongiques qui attaquent le cacaoyer.
Donc, la cabosse, qu'est-ce qu'on fait de la cabosse maintenant? La cabosse, vous avez en premier lieu, c'est un... Il peut être, la cabosse contient de la pectine. OK. Donc, c'est un sucre naturel, qui est un gélifiant naturel, qui est utilisé dans l'agroalimentaire. On peut l'extraire aussi. Okay. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'extraire de la pectine. Vous avez à l'intérieur de la cabosse, donc la pectine qui peut être un produit. OK. Voilà. Les gélifiants, c'est quoi? C'est les yaourts, les bonbons, voilà, donc les le dragées. yaourt comme ça, pour le rendre épais, il y a très souvent des gélifiants naturels. Très bien. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais bon, c'est pas, ça peut se faire sans gélifiant, mais pour l'industrie, ou bien pour une confiture. Voilà. C'est la confiture, là, voilà, c'est la pectine qui va faire en sorte que la confiture soit dense. Et épaisse. OK. Consistance. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est utilisé en agroalimentaire. Mais la pectine, c'est un sucre déjà naturel. Okay. C'est un sucre qui est naturel, donc il est plus naturel même que le sucre... Le sucre roux. Le sucre roux, parce que le sucre roux, c'est un composé. D'accord. C'est une question de chimie, c'est-à-dire ça, donc à l'intérieur, là, on a une belle trouvaille. OK. Donc ça, c'est la cabosse. À côté de ça, vous pouvez utiliser pour extraire du carbonate de potassium. Très bien. C'est à l'intérieur, il y a de la potasse. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. La potasse est utilisée en cosmétique. Donc, pour faire des savons, vous avez juste à rajouter une huile végétale pour obtenir un savon, tout simplement. D'arachide, de tournesol, de palme. Tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, avec la potasse qui est contenue dans la cabosse de cacao. Le carbonate de potassium aussi est utilisé en agroalimentaire, même dans des sodas, vous en trouvez très souvent. Donc, vous avez un produit qui est valable, qui peut être utilisé et qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Voilà. Donc, qui peut être utilisé dans toute l'industrie pour les détergents et tout, mais aussi, voilà. Donc, savonification, détergent. Oui. Ça se mange aussi, la potasse, non? Cette espèce de pierre grise. Oui, bien sûr. Oui. Si, voilà, pour faire... pour faire des sauces. Pour faire les sauces, voilà. Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, c'est la sauce copé, mais sinon la sauce jaune au Cameroun, c'est de la potasse, vous voyez, par exemple. Voilà. Donc, on peut utiliser la cabosse pour faire la potasse qui va servir à faire la sauce jaune. Donc, je salue au passage tous mes amis Bami qui vont, voilà. Une belle sauce mais effectivement aussi, même en Côte d'Ivoire, il y a des peuples qui utilisent cette cabosse-là de cacao pour faire des sauces. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est les Dida. Mais aussi d'autres peuples. Mais principalement, ils ont une sauce qu'on appelle le tchétra, qui est fait à base de ça. Donc, c'est une transformation déjà basique que certains peuples de Côte d'Ivoire font déjà sans arriver au chocolat. Voilà. Parfait. Voilà. Donc savon, transformation pour carbonate de potassium. Oui. Et puis maintenant, fertilisant, ça, moi, je pense que c'est la moindre des choses. Ce que je ne trouve pas trop valorisant, mais qui peut être utilisé en fertilisant, faire des engrais avec. À côté de ça, vous pouvez faire du biochar carrément. Voilà. Du biochar, c'est un charbon naturel. Pour l'amendement qui va enrichir. Exactement. Biochar, tout simple. Combustion. Vraiment, c'est tellement simple. Combustion en pyrolyse, c'est-à-dire en absence d'oxygène, vous brûlez, et voilà, vous obtenez avec une matière que vous allez rajouter des liants pour faire un charbon. Mais vraiment, beaucoup plus écologique et puis qui a un pouvoir de combustion plus élevé. Vous voyez, donc une alternative directe au charbon de bois. Exactement, lutter contre la déforestation. Et voilà, donc ça, c'est un autre élément encore. Et puis après, si vous avez comment on appelle ça, le charbon actif, il rentre dans beaucoup d'autres domaines. Voilà. Le charbon actif, voilà, par exemple. Une petite recette qu'on pourrait peut-être montrer aux gens pour que ce charbon actif-là puisse faire un dentifrice. En ce moment, il y a beaucoup voilà, sur Internet. Le charbon, de dentifrice au charbon. Voilà, le charbon actif, il peut sortir de là. Mais aussi du charbon, le charbon actif aussi peut servir à purifier de l'eau. Donc ça aussi, c'est des choses... dans des zones peut-être rurales, etc. Voilà, on peut leur montrer ces éléments-là pour valoriser. Donc, il y a franchement, la liste est exhaustive parce que le premier jour qu'on avait discuté 1 heure de temps, c'était vraiment une liste. Je ne vous ai même pas encore donné tout. Il y en a plein. Et on va aller progressivement comme ça. On va en donner quand même un maximum
pendant ce podcast-là. Ouais, comme ça, chacun va pouvoir piocher dans ce qui l'intéresse, ou pas. Donc, encore une fois de plus, là, on a quoi, quasiment 5 ou 6 produits encore à partir de la cabosse. Moi, j'ai vu aussi, il y a de la farine. Oui, alors, on va rajouter aussi, effectivement. Donc, on est au 6e produit, rien qu'avec la cabosse. Hein, ou bien déjà. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, la cabosse de cacao, on peut en extraire de la pectine, mais on peut en faire aussi une farine pour faire du pain avec ça. Une farine végétale très prisée, sans gluten. Forcément. C'est vraiment superbe, ça. Vous voyez, des centaines et des milliers de boulangeries en Côte d'Ivoire, aucune boulangerie ne le fait. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre aux jeunes, comment avoir une farine avec ça, et une farine de très haute qualité. De toute façon, c'est jeté. Voilà, gluten free. C'est jeté, c'est pas utilisé, quoi. C'est pas utilisé. Donc, voilà, donc, et c'est pas compliqué pour pouvoir le réaliser, ça. Donc ça, c'est avec la cabosse, entre encore 6 ou 7 produits. Il y a d'autres encore auxquels je pense qui vont certainement me revenir. Ouais. Donc là, voilà, on a déjà 2 choses. Donc à la fois le jus qui s'écoule et puis les cabosses. Maintenant, l'arbre de cacao, lui, c'est pas terminé encore. Il y a d'autres choses. J'ai vu des sculptures avec le bois sur les vieux cacaoyers. Bien sûr. Les feuilles aussi, on peut s'en servir. Ouh là là, peut-être un point important aussi, l'électrification, parce que la cabosse étant organique. Oui, voilà, c'est une matière organique. Exactement. Si on en a des tas, je crois qu'il y a un projet en Côte d'Ivoire, beaucoup de milliards, qui a mis en œuvre comment faire de l'électricité avec la biomasse, ces déchets-là. Tout à fait. Voilà, oui. Mais je veux dire, vous avez la possibilité à votre niveau, même vous-même, de pouvoir faire une petite méthanisation et puis sortir de l'énergie. Donc, du gaz naturel. Exactement, du gaz naturel. On aurait pu électrifier tout ce studio-là avec les dérivés du cacao. Mais électrifier les campements, tout simplement. Électrifier les villages, les campements, c'est des choses que les planteurs ne soient plus dans le noir. Ceux qui viennent à notre plantation vont voir. C'est pas des choses qu'on a inventées, ça existe. C'est tout simple. Donc vraiment, c'est une matière organique, et toutes les matières organiques en absence d'oxygène vont libérer du méthane CH4. Voilà. Il faut juste mettre en œuvre des petits procédés comme ça, parce qu'ils n'en font rien du tout avec. Donc, il faut vraiment leur montrer la possibilité pour ouvrir leurs yeux là-dessus. Bien sûr. Et créer des vocations. Tu en parles souvent justement de votre espace, de votre plantation. C'est situé où? Alors, c'est la plantation de M. Nko Ambroise, elle est à Zaguier. Donc, très souvent, on fait nos excursions cacao là-bas. Très souvent, les samedis, où on fait des excursions là-bas. Et les formations ont lieu là-bas pour le coup? Pour certaines formations, par exemple, pour apprendre à faire de la liqueur avec le jus de cacao, on le fait souvent en plantation. Ok. Ouais, souvent en plantation, et séance tenante, les gens voient, ça permet de se brancher et se connecter à la nature. Et puis, il y a des choses qu'ils vont mieux comprendre que si on fait une formation en ville ou en ligne. Non, ça ne sera pas forcément parlant. Oui. C'est quoi les prochaines formations? C'est quand? Alors, tous les mois, on a des formations. Il suffit qu'on ait 5 personnes, ça suffit. On peut enclencher le processus. Voilà, on fait la formation là-bas et ça se passe bien. Ok. Maintenant, voilà. Il y a plusieurs types de formations dans le domaine agricole, transformation, pour ceux qui veulent le chocolat aussi, mais comme ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Mais sinon, on fait toujours des formations chaque mois. Quasiment de façon mensuelle. Ok, parfait. Donc revenons sur notre sujet, la valorisation du cacao. Aujourd'hui, ce sont des innovations qui sont encore un peu invisibles, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. L'INP notamment via Valopro, l'ANADER avec GIZ, je pense qu'ils ont un centre à Gagnoa. On dirait qu'il y a un tissu qui est bien maillé pour mettre en place ces innovations, même la recherche fondamentale. Mais qu'est-ce qui manque encore pour que ça sorte justement de l'invisible et que ça passe plus dans le domaine du public? Parce que je ne suis pas sûr que le savon au cacao, ça soit celui qui est le plus utilisé par les Ivoiriens. Oui. Le jus n'est pas consommé à l'école. Oui. Alors, moi, je crois qu'en initiative privée. Donc, moi, tout ce qui est programme
que vous savez là, très souvent, je m'en éloigne même carrément. Mais c'est des grands... faut noter que c'est des gens c'est des grands accompagnateurs de la vie en zone rurale et tout. Okay. Mais il faut une initiative privée. Ceux qui croient en ça, ils se lancent là-dedans tout simplement. Je répète toujours, vous allez aller dans aucun supermarché en Côte d'Ivoire, vous allez trouver un savon au beurre de cacao dans tous les réseaux. C'est incroyable, c'est pas possible. Ça ne devrait pas se faire. On a 133 000 nouveaux bacheliers. Quand tu fais la terminale, dès même en seconde, on apprend à faire la saponification, mais personne ne sait faire un savon au sorti de là. C'est dommage. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, les gens doivent se lancer en se formant d'abord, mais des personnes vont sortir de leur zone de confort et se lancer pour montrer quelque chose. Si un particulier le fait, les gens vont suivre. C'est pareil dans mon cas. Quand je faisais le chocolat, aujourd'hui, il y a des gens qui m'imitent. Parce qu'on éduque les populations en faisant des choses qu'on peut montrer aux gens. Donc, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir cette force-là de pouvoir sortir une initiative. Dans le temps, il y avait une belle initiative qu'on appelait celle du CNRA qui faisait de la liqueur de cacao et de café. Ils ne font plus. Vraiment une belle trouvaille. Ils ont mis une pause. Je pense qu'ils vont reprendre bientôt. Mais c'est ça. Ils ont montré l'exemple. Il faut que d'autres personnes puissent suivre. Donc, par exemple, ceux qui souhaitent, nous au Sahara, j'essaie de faire en même temps une petite liqueur, un alcool de cacao, dérivé du cacao. Vraiment, pour que les gens puissent comprendre que c'est faisable et puis ils vont imiter. Parce que quand on fait les choses, les gens copient. Donc, ce serait bien. Donc, moi, je crois vraiment principalement à l'initiative privée. Quand on fait des choses, les autres vont suivre. Moi, je pense à ça. Et les gens suivent, ils se forment et puis ils suivent. Ils se forment. Ceux qui veulent se former viendront chez nous pour être formés. Et puis, on va mettre en œuvre quelque chose de dynamique dans ce sens-là. Magnifique. Non, mais de toute façon, c'est très bien dit. Il y a quelques temps de cela, j'étais tourné chez un brasseur. Brasserie de Babi, et donc lui il produit une bière ambrée et il utilise le cacao à l'intérieur. Et je pense que toi aussi d'ailleurs tu peux. Oui, bien sûr, en parler. J'ai brassé 2 bières, la bière Minko, un ami qui est du Gabon, Prince ou bien que je salue au passage, qu'on a brassé en France. Donc la bière est disponible en France et en Espagne, à Paris. Donc qui a une bière au cacao qui a remporté un prix au salon de chocolat, au salon de l'agriculture de Paris, qui était le coup de cœur du salon. C'est une bière au cacao qui est magnifique. Et on a fait une comme ça. On a fait une aussi au Canada. Et puis quand j'étais en Islande, on a brassé avec un brasseur que j'aime bien. Il a fait une belle stout avec les fèves de cacao qu'on lui a envoyées. Donc la bière au cacao, c'est aussi possible. Donc pour dire, on pourrait passer beaucoup de temps à égrener, et là encore, on n'a pas encore fini, on va encore en citer et donner des exemples. Une bière au cacao, c'est possible. Même le jus de cacao, on peut l'utiliser pour faire une lager aussi. Ok. Lager, c'est quoi? Bière blonde? Voilà, par exemple. Ouais. Ok. Tout simplement. C'est extrêmement intéressant. Et moi, je voyais qu'eux, ils n'utilisaient pas beaucoup de cacao en plus pour faire... ils utilisaient des nibs, donc des fèves concassées. Oui. Donc, ils n'en utilisent même pas beaucoup pour donner cet arôme. Oui, c'est l'arôme. Alors, pour vous dire, je vais vous citer un produit cacaoté très célèbre que les gens connaissent parce qu'il est célèbre. C'est par exemple El Nutella qui a 7% de cacao à l'intérieur. Donc voilà, les produits... Le cacao, c'est un ingrédient en fait aussi. En fait, toutes les recettes, c'est une alchimie, mais des compositions. Bien sûr. Le Nutella a 7% de cacao. Donc il y a des endroits où on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Déjà, ça coûte cher, mais on peut bien faire formuler parce qu'il confère son arôme, son goût et ça suffit. On n'a même pas besoin de beaucoup. Mais ça reste... eux, ils ont fait une bière ambrée. J'imagine que toi aussi, c'était des bières ambrées. C'est une stout qu'on a mis en œuvre. Et puis c'est quelque chose qui peut être fait à tout moment, même à Abidjan, pour ceux qui sont intéressés. C'est des opportunités comme ça à saisir. Il faut que les gens voient. Une fois que les gens voient, ils vont sentir qu'il y a quelque chose à faire à l'intérieur. Totalement. Oui. Donc là, il y a la partie... ce business-là, il y a vraiment quelque chose à faire à l'intérieur. Partie boisson, donc le jus naturel, le vin, les alcools, les vins, etc.
Maintenant, peut-être on peut descendre aussi dans le textile. J'ai l'impression que le cacao peut faire tous les pans de la vie des gens. Médicinal. Bon, alors moi je dis simplement le beurre de cacao aussi, par exemple, qui n'est pas le chocolat, c'est autour du cacao, mais qui est utilisé pour faire la cosmétique, pour essayer de faire des shampoings et tout ça, voilà. Tout ça. Ouais. Moi, je voulais revenir avec toi du coup sur la partie textile. On en parlait une fois dans l'environnement du cacao. Il y a des éléments, on en reviendra peut-être plus tard, mais en tout cas qui permettent d'avoir une coloration. Une coloration, du moment où c'est un végétal, il a énormément le champ des possibles, c'est infini, ça ne s'arrête vraiment pas. Donc, on peut utiliser ça aussi pour utiliser dans le textile, donc pour faire de la teinture. Okay. Vous voyez, par exemple, donc, que ce soit l'environnement cacaoyer ou bien les produits du cacao et tout, que ce soit l'environnement, les feuilles, les écorces et tout ça, il y a les possibilités. Et nous, on traite ça aussi à notre plantation là-bas. Et très souvent, sur le volet tinctorial, le volet teinture et autres. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sort... il n'y a pas de tissu, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça permet de faire de la teinture sur les vêtements. Comment est-ce que c'est utilisé? Dis-nous en plus. Bon, alors, la teinture, c'est-à-dire que dans les plantes, vous avez des tanins. D'accord. Vous avez, par exemple, si vous prenez les jeunes feuilles de teck, vous pouvez avoir même un rouge à lèvres parce qu'ils sont verts, mais ils ont tellement un tanin rouge, un colorant rouge qui est naturel. Naturellement dans les plantes. Donc, dans le cacao, il y a aussi d'autres volets. Les feuilles n'ont pas la même couleur dès qu'elles commencent à germer jusqu'à ce qu'elles soient... Parfois rougeâtre, parfois jaune, un peu, tout à fait, ouais. Le cacao même, il a des variétés. À la plantation, là-bas, on a 24 espèces de cacao. Vous avez des forastero qui, quand la cabosse n'est pas mûre, elle est verte. Et quand la cabosse est mûre, elle est jaune. Vous avez aussi d'autres variétés la cabosse est violette. Et quand elle n'est pas mûre, elle est violette. Et quand elle est mûre, elle devient orange. Vous avez des couleurs comme ça qui fascinent. Et ça, c'est la nature. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre. Et je salue au passage mon ami Eddy Vallet, qui est un brillant chercheur de Côte d'Ivoire, qui est entrepreneur dans le domaine du manioc et dans d'autres domaines de la transformation agricole. Il fait des édulcorants avec le cacao. Il a fait des édulcorants avec le cacao, mais il a fait aussi récemment au Sahara. Il a remporté le prix de l'innovation agricole qui lui a été conféré par les Pays-Bas. Il a mis en œuvre des teintures qui sortent de cabosses de cacao, jusqu'à 14 teintes différentes qui peuvent être utilisées dans le textile et même dans l'immobilier, c'est-à-dire faire des peintures de bâtiments. C'est impressionnant. Ouais. La recherche, je dis que dans le R&D du cacao, on a encore au moins 50 ans de recherche. On peut même pas, c'est innombrable. Même toute une journée de podcast ne peut pas suffire pour énumérer tout ce qu'il y a. Incroyable. Ouais. Et donc ça, c'est un Ivoirien dont je suis fier, c'est un ami que je salue au passage, Eddy Vallet, vraiment chapeau à lui. En tout cas, on le salue. Aujourd'hui encore, j'ai essayé de l'appeler parce qu'il doit justement venir sur sur le podcast. Donc Eddy, on t'attend ici avec beaucoup d'impatience. Plus de 14 différentes teintes possibles avec la cabosse. Avec la cabosse, ouais. Et c'est naturel. Donc, on n'a pas de problème de peau, absolument, etc. Même pas. De contamination des eaux lors du processus de fabrication. Oui. C'est spécial, hein. C'est spécial. Il y a quelques années, plus de 10 ans maintenant, hein, sinon plus de, peut-être 10-20 ans, non? Les Européens ont mis en œuvre le chocolat rose. Le rubis, tout à fait. Barry Callebaut, tout à fait. C'est de la science, c'est le végétal qui a des possibilités incroyables. En utilisant le mucilage... pour sucrer. Même pas, il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans le processus, mais c'est de la science, quoi. Ouais. Donc, tu as la poudre de cacao qui est rose. Voilà. Non, c'est une grande marque suisse qui avait fait ça. Ça avait fait son petit effet. C'est vrai qu'il y a du marketing là-dedans parce que c'est des industriels, mais pour ceux qui savent, c'est que la science, ceux qui maîtrisent le cacao, les sachants comme nous, on sait que ça, c'est des choses... Il y a de la science à l'intérieur, mais c'est plus... c'est de la chimie, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Et la définition de la chimie, c'est comment on appelle ça, l'étude de la transformation de la matière. Exactement. Exactement. Ouais. Et donc, tout ça, c'est possible. En termes de... Comment un jaune d'œuf,
un jaune d'œuf qui est jaune ou orange même, mais on l'appelle jaune. Bien sûr. Quand on mélange mélange avec de l'huile, il devient une mayonnaise qui est toute blanche comme du coton. C'est de la science. Ouais, de la chimie, transformation. Il n'y a rien que tout se transforme. Voilà. Rien ne se perd. De l'eau, voilà, qui peut qui est en vapeur, mais qui peut être aussi un solide. Tout à fait, voilà. sous différents états, voilà, etc. De la glace et même, c'est-à-dire la même quantité en bouteille de l'eau. Si on vous mouille avec, ça ne vous fera aucun effet. Mais si elle est en glace, quand on vous tape, ça peut vous blesser. Franchement, c'est des choses, quoi. C'est la nature qui est comme ça. Voilà. Vous allez avoir une tomate qui a 90% d'eau, mais qui est là, qui existe. Ou la pastèque qui a 96% d'eau, mais qui est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, quoi. Mais c'est ça que... C'est de la nature. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est ça que tu disais la dernière fois. C'est que dès qu'on commence à s'approcher du monde végétal, il y a un nombre de transformations, bon, on ne va pas dire infini, mais qui est presque insondable, quoi. Il faudrait, comme tu dis, des années et des années et des années de recherche. Des années de recherche, ils vont même pas s'en sortir. Moi, je vous dis, il y en a encore à faire. C'est pour ça, je dis, les gens doivent se concentrer, quand il y a tout ça qu'on a devant nous, on doit se concentrer absolument sur tout ce qu'il y a autour du cacao. C'est pour ça que je suis à ce podcast-là, tout ce qu'il y a autour, parce que on ne peut pas se stagner au chocolat. Vraiment. Je pense que même si les industriels même comprennent qu'il y a beaucoup d'affaires, à beaucoup à voir dans le cacao, ils vont se dire, autour du cacao, ils vont se dire c'est l'avenir, ils vont se pencher vers là. Ouais. Donc, je dis toujours, il y a des gens qui ne savent pas que les feuilles de cacao, bon, peut-être on va en arriver, on en vend dans ce monde 25 000 francs le kilo. La feuille de cacao, pas la fève. La feuille de cacao. Ok. Donc, tu vois, les gens ne comprennent pas. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est le végétal, il y a une force. Il y a des alcaloïdes, il y a de la saponine, il y a... Alcaloïdes pour la parfumerie et tout ce que... Non. C'est un excitant. Comme la théobromine, elle est à l'intérieur, comme la caféine. Ok. Voilà. La saponine, c'est un nettoyant. Quand on fait la saponification, etc. Oui, bien sûr. Ça dit, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de... Donc, 25 000 francs le kilo. Feuilles de cacao. C'est impressionnant, mais c'est pour faire quoi? Oui, mais avec tout ce que j'ai cité là, les sachants savent. Donc, très souvent, les gens qui ont dit, mais ça c'est où? Non, si tu as tes 25 000, vraiment, quand tu vas, je vais te montrer l'endroit, quand tu vas payer, puis ils vont te facturer les frais de livraison, toi-même, tu ne vas pas croire. C'est ça le truc. Le cacao, c'est mystérieux. Il y a des choses dedans. Parce que, puisque c'est même les feuilles, vous pouvez l'utiliser pour faire du papier. Voilà. Il y a plein de choses dedans, ça soigne le diabète, ça soigne le cancer, tout ça. Les gens, ils ont travaillé là-dessus. Pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est pas encore exploité. Par la grâce de Dieu, nous, on sait faire ça. Donc ça aussi, c'est des choses, si les gens veulent des formations sur ce coup-là, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut le faire. Sûr. Maintenant, derrière, les gens vont se former. Peut-être tu vas les mettre en réseau avec des planteurs et autres. Oui, ça, c'est la première des choses. On essaie de vraiment rentrer dans notre réseau et mettre en contact avec des planteurs, des cacaoculteurs, des présidents de coopératives pour la fourniture, tout ça, des produits qu'ils vont utiliser pour faire leur démonstration. Voilà. Ok. Maintenant, quel est... je ne sais pas si la question est bien posée, mais quel est donc, pour ces jeunes-là qui viennent se former, le modèle économique derrière? Donc, récupérer gratuitement ou bien racheter à faible coût ces matières. Il faut un lieu pour transformer ça, non? Il faut un petit atelier ou autre, ou bien on peut faire ça avec vous encore? Oui, alors, nous, on a dans notre atelier, on a des possibilités de pouvoir les aider pour pouvoir faire sortir des produits. Ouais. Ceux qui n'ont pas d'atelier, bien sûr. Mais après... voilà, si on leur montre toutes les techniques, mais la technicité nécessaire pour pouvoir faire du jus et stabiliser et faire des choses avec, ils peuvent le faire à la maison. Il suffit d'aménager pour juste démarrer et puis par la suite se professionnaliser. Ok, parfait. Petit instant de publicité, on revient. Donc, on est autour du cacao. Ouais. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller au-delà du chocolat. Et c'est d'autant plus intéressant que toi, tu es un grand chocolatier. Oui. Même malgré ton humilité légendaire. Mais aujourd'hui, toi, tu milites vraiment pour voir et avoir une vision au-delà
de ce chocolat justement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comment est-ce que toi tu intègres ça aujourd'hui dans tes circuits? Donc il y a les formations, il y a différents produits que tu développes, mais comment est-ce que toi j'ai envie de dire, tu développes ça pour les plus grandes échelles? Tu accompagnes des coopératives, tu accompagnes des planteurs. Comment est-ce que tu promeus en fait tout ce qui va être autour du cacao? Il y a le podcast évidemment aussi. Oui, alors moi, comme je dis, on a formé aujourd'hui plus de 3000 personnes, 3000 femmes en zone rurale à transformer le cacao et aussi montrer des opportunités autour du cacao dans quasiment toutes les villes productrices de cacao de Côte d'Ivoire et aussi au Cameroun et aussi au Congo, Madagascar aussi. C'est vraiment des personnes qui veulent transformer et qui au-delà de ce qu'ils ont là, comme le cacao, ils peuvent avoir d'autres opportunités pour changer leur vie de façon économique. Voilà, avec un système d'autonomisation convenable. C'est ça le véritable enjeu, autonomiser les gens au final. Parce que, le cacao, la fève en tout cas ne se mange pas à son état brut. Et en plus, c'est cyclique. Il y a une grande récolte, une petite récolte. Donc, si on n'augmente pas les revenus des planteurs, on va le voir, les gens sont de plus en plus vieux. Finalement, les gens vont se détourner de cette culture. Oui, bien sûr. Bon, beaucoup d'experts s'accordent à dire que si on y prend garde, le cacao va se raréfier et même il va disparaître en 2050. Si on reste dans le schéma, dans le statu quo comme celui dans lequel en Côte d'Ivoire, là, en tout cas. En Côte d'Ivoire, là, et qui n'a pas d'initiative de durabilité. Rajeunissement des vergers. Et tout ça, on est en train de vivre les 20 ou les 30 dernières années du cacao. Ce sera dommage. Hein? S'il n'y a pas un changement, on va arriver à ça. Les prix ne font que flamber. Malgré que ici, la Côte d'Ivoire est le premier producteur. Le cacao coûte le plus moins cher au monde. Mais l'État... Ça, je ne suis pas sûr que ça soit... ça, je ne suis pas sûr. Parce qu'avec les taxes et autres... Borchamp. Oui, Borchamp. Oui. Borchamp, c'est vrai. Ouais. Borchamp, c'est vrai. Oui, Borchamp. C'est vrai. La 2000 contre 5000, voilà. 6000, enfin contre le prix du marché. Exactement. Du coup, en Amérique latine, c'est encore plus. Donc, c'est vraiment difficile. Si on passe à des prix très élevés, le cacao, on en trouvera de moins en moins dans quelques années. Si ça ne change pas. Si les choses changent, ça peut changer. Moi, j'ai rencontré beaucoup de planteurs qui m'ont dit « Je ne veux plus faire le cacao parce qu'on est planteur de père en fils et je ne veux plus que mon fils fasse le cacao parce que c'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance, c'est pas rentable et tout ça. » C'est exactement là où je voulais en venir. Toi, aujourd'hui, avec les voyages que tu fais en plantation, les planteurs que tu rencontres, comment tu vois la situation globale du cacao aujourd'hui ivoirien? Parce que on sait un peu, les plants sont vieux, c'est pas forcément renouvelé. Les planteurs aussi sont de plus en plus âgés. Il y a des maladies qui attaquent très fort du côté de l'Est, donc du côté ghanéen, soit l'enshoot, etc. Oui. Comment est-ce que tu vois cette situation à la veille, en octobre, de la nouvelle campagne? Bon, alors, je dis, il y a quand même des initiatives qui ont commencé à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait un changement. Sensibiliser les gens sur le réchauffement climatique, le reboisement, mais aussi le renouvellement des vergers. Bien sûr. Voilà. Et puis aujourd'hui, le prix a quand même grimpé. Il était à 1000 francs, il est passé à 2200. Quand c'est comme ça, les planteurs ont beaucoup plus d'argent, ils veulent faire des nouvelles plantations. Sinon, vraiment, le renouvellement des vergers, la science en Côte d'Ivoire avec le CNRA a fait en sorte qu'ils ont pu mettre en œuvre le fameux plan de cacao Mercedes. Je me demande quelle serait la Côte d'Ivoire s'il n'y avait pas cette trouvaille-là. C'est une belle initiative de la science. Tu peux juste nous dire... Alors, le cacao Mercedes, c'est un plan qui est un hybride, qui est un plan de cacao qui a été mis en œuvre par les chercheurs de Côte d'Ivoire. Le CNRA, Centre national de la recherche agronomique. Le docteur Taïb, qui ont mis en œuvre cette trouvaille-là, qui est une race de cacao, une variété de cacao qui est un hybride. Donc, qui est résistant aux maladies. Un peu plus résistant aux maladies, un peu plus résistant aussi aux problèmes réchauffement climatique, tout ça, et puis qui a un haut rendement à l'hectare. Parce qu'il fait des grosses cabosses. 350 à 500 kilos à l'hectare. Ça, c'est les cacao classiques. Et puis,
la race hybride de Mercedes peut aller jusqu'à 2 tonnes minimum à l'hectare, même plus. En vitesse de croisière si la plantation est bien entretenue. Donc ça, voilà, Donc ça, c'est quelque chose qui est développé par la Côte d'Ivoire, les instituts de recherche de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment des Ivoiriens qui ont mis en œuvre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus distribué aux planteurs. Qu'est-ce qui a freiné le vraiment, comme je dis, ça c'est la Côte d'Ivoire maintenant avec sa stratégie, sa politique gouvernementale qui a demandé de ne plus avoir des plans. De réduire un peu. Bon, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop ce domaine-là. Et puis, comme je dis, comme ce n'est pas le sens de notre sujet, mais effectivement, c'est la Côte d'Ivoire. Les plans de Mercedes ont été donnés directement aux planteurs pour qu'ils puissent planter. Mais l'État interdit maintenant les griffages, ils interdisent beaucoup de trucs. Mais sinon, vous pouvez faire votre plantation si vous êtes intéressé. Et le cacao Mercedes pousse plus vite aussi. C'était ça aussi un des grands avantages qui a permis à la Côte 18 d'Ivoire. mois, par exemple, voilà. Contre 2 ans et demi, 3 ans de l'ancienne variété. En 18 mois, déjà, elle peut commencer à produire. 18 mois, elle peut commencer à produire des cabosses. Ouais. Maintenant, un autre sujet, on a souvent ce débat-là entre les différents acteurs de la filière. Est-ce que la Côte d'Ivoire se positionne sur aussi le terreau du cacao fin? Parce que ça aussi, ce sont des choses qui font grimper mécaniquement la valeur. La Côte d'Ivoire a déjà beaucoup de cacao fin. Ok. Les gens n'ont jamais fait... Alors, il y a des chercheurs en Côte d'Ivoire qui ont mis en œuvre... En fait, depuis longtemps, il faut faire rentrer beaucoup de variétés. Donc, il y a énormément de cacao fin. Et le plus, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de terroirs. Officiellement, il y a longtemps, il y avait même 7 terroirs. Je crois qu'ils ont augmenté maintenant beaucoup de terroirs distincts qui produisent des cacaos différents et avec différentes saveurs. Donc, le cacao fin, là, ça existe ici. Il y a des variétés incroyables que les gens même n'ont même pas encore mis en exergue. Donc, pour faire le chocolat, bon, c'est pas... C'est les Occidentaux et les grandes multinationales qui disent qu'en Côte d'Ivoire, c'est un cacao tellement basique, on n'en a pas besoin, mais ils le font à dessein. Okay. C'est pour qu'ils puissent avoir toujours la même base et la même mise sur le cacao. Je rappelle que 80% de la récolte nationale est payée, est déjà vendue 1 an à l'avance. Tout à fait. Ouais, 80% de la récolte nationale est vendue, souvent même plus que ça. C'est 18 mois même. Donc, si vous regardez, si vous voyez une plantation en Côte d'Ivoire, ou une cabosse qui est sur le cacao, sur un cacaoyer, qu'elle soit verte ou jaune, ça veut dire déjà vendu. C'est déjà vendu. C'est ce que ça veut dire. Par anticipation. C'est une petite idée comme ça que je vous donne. Ok. Okay. Maintenant, donc, autour du cacao, nous, on a cette ambition-là de développer une marketplace après. Parce que moi, si je te pose la question, là, on a énuméré presque une vingtaine de produits. Mais aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ils vont trouver ça où? Où est-ce qu'ils trouvent les cosmétiques? Où est-ce qu'ils trouvent le jus? Où est-ce qu'ils vont trouver ci et ça? Parce qu'il y a des choses qui se font. Donc ça, c'est l'idée de la marketplace derrière qui va venir dans les mois à venir. Mais toi, de ton expérience, où est-ce qu'on trouve ces différents produits? Parce que je suis sûr que beaucoup de monde va nous dire, ok, très bien, le matifiant, le fond de teint, ouais. On le trouve où? Oui, la poudre libre matifiante, c'est vrai qu'on a juste stoppé un moment, okay. Mais on va reprendre. Donc, on aura la poudre libre matifiante pour le teint. On peut la voir, ce sera notre boutique. On va le mettre aussi éventuellement sur la marketplace. Le jus de cacao, il est déjà sur tous les planteurs. Voilà. Ne soyez pas surpris que quelqu'un ou des entreprises, des gens essaient bientôt de les mettre en canette. Parce que voilà, il y a quelque chose à faire sur ce coup-là. Personne ne veut agir. Ou faire en sorte qu'on puisse prendre ce jus-là pour en faire un vin, comme je l'explique, un rosé ou quelque chose d'autre. Au Ghana, il y a vraiment un monsieur qui s'est spécialisé dans le vin de cacao. Okay. C'est faisable. Donc, avec ce jus-là, il y a la possibilité de pouvoir faire des choses. Mais maintenant, où est-ce qu'on peut trouver? À la boutique paysanne, par exemple, ils vont avoir des choses? Alors, le jus de cacao, il y a Avila qui fait le jus de cacao, qui fait un très bon jus de cacao. Il y a aussi Cacao Zoué de la coopérative de la Marawi qui fait le jus de cacao. Tout à fait. Aussi, en Côte d'Ivoire. 2 entités où on peut trouver ça. Oui, quand même, vous pouvez trouver ces produits-là. Ouais. Si. Maintenant, les savons au beurre de cacao, certaines coopératives que j'ai formées essaient de faire. Ok. Voilà, oui. Des yaourts au chocolat et tout ça. Ouais.
Magnifique. Maintenant, sur un autre pan, on est presque à 14, 15 unités de transformation du cacao. Environ en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ouais, ça, c'est les grandes. Hein. OK. Oui, parce qu'il y en a quand même. Après, il y a encore les plus petites, par-ci, par-là. Et officiellement, les grands brailleurs, comme on dit, les gros broyeurs de Côte d'Ivoire, on est maintenant à 15 environ, avec la nouvelle usine du gouvernement. Qui vient d'être inaugurée. Magnifique. Maintenant, est-ce que cette tendance-là ne va pas faire que nous, chasseurs de sous-produits, on soit délestés? C'est une question rhétorique. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, si eux, ils utilisent les fèves, nous, on utilise toute autre chose que les fèves. Donc, il y a de la matière. Voilà. Par exemple, voilà, quelque chose qu'on n'a pas passé en revue, c'est l'infusion de cacao. Yes, avec tout à la fait. pelure du cacao. Tout à fait. Ouais, qui est spéciale. Et je rends vraiment hommage à M. Alain Porquet du Bushman Café. On le salue. Le Bushman qui fait des infusions de cacao. C'est quelqu'un que j'ai formé à la transformation, qui a mis un accent très fort sur la recherche et l'innovation. Il a poussé pour sortir quelque chose. Donc, quand vous rentrez au Bushman, c'est le welcome drink. Voilà, le thé de bienvenue qu'on vous offre. Voilà, qui est très bon, qui est bourré de vertus aussi. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Nous, par exemple, au Canada, on a fait un iced tea au cacao. Mais ça, c'est avec quoi, les fèves ou bien Avec les fèves, avec d'autres composants autour du cacao aussi. Et c'est vraiment le premier iced tea au cacao au monde. Ça, c'est une belle innovation qui a eu un coup de pouce aussi de financement pour l'innovation du gouvernement du Canada. OK. Ouais, donc c'est vraiment un produit qui est magnifique, qui est sorti déjà en été là-bas et qui sera bientôt en Côte d'Ivoire. Mais nous, on veut ça en Côte d'Ivoire parce que depuis, tu parles, mais c'est vrai. Les gens vont nous dire, mais toutes tes innovations, c'est même pas ici. C'est au Canada, c'est en France, c'est en Belgique. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça existe ici. Bon, alors, par exemple, les savons que nous faisons au beurre de cacao. Oui, à la boutique, j'ai vu ça, ouais, tout à fait. Ils sont à la boutique. La poudre ligmatifiante, on avait juste au pain, on va reprendre. Les yaourts au chocolat ou au dégué au cacao, les femmes que j'ai formées, elles le font. Vous pouvez commander aujourd'hui, on vous livre même le lendemain. Moi, je veux bien du dégué au chocolat. Oui, il est spécial. Elles étaient venues au MIVA. C'est grâce à la fondation SIFCA, et on va remercier au passage Mme Billon, qui a mis en œuvre la section de Genoula, qui fait des décortiquages de cacao, mais aussi d'autres produits dérivés du cacao qu'on les a formés avec ça. Qui sont vraiment, c'est tellement bon. Ouais. Donc, orienter les gens pour dire que le cacao et le chocolat, c'est deux choses différentes. Le cacao, c'est pas le chocolat c'est pas le cacao. Et il y a l'argent beaucoup plus autour du cacao qu'autour du chocolat. Excellent. Vraiment, il faut que les gens puissent se mettre en exergue. Tous les Libanais en Côte d'Ivoire qui font des petits glaciers à bobo et autres qui font des glaces au chocolat, ils gagnent beaucoup plus d'argent que celui qui va faire une tablette ou autre. C'est clair. C'est clair. Mais des glaces, il faut des œufs, du lait, c'est tout, avec du sucre. Point. De la pâte à tartiner. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui est dans les habitudes alimentaires. Et on est biologiquement ou avec l'environnement de la chaleur sous les tropiques, une glace, ça match plus que d'acheter une tablette de chocolat. Totalement. Il sera beaucoup cher. Parce que tu vas mettre dans ta poche la tablette, ça va fondre. Ça va fondre et tout. Mais en même temps, il faut avoir l'argent pour acheter le chocolat. Le chocolat, c'est un produit de luxe. Ceux qui veulent dire le contraire, ils parleraient peut-être d'autres choses. Mais le chocolat, dont on parle, le chocolat, la tablette, c'est un produit de luxe. Et puis, personne ne peut lui enlever ce caractère-là. C'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Si tu veux un bon chocolat, c'est un produit de luxe. Parce que c'est minimum 70% de cacao. Le cacao est un cher. Minimum de 70% de cacao, c'est un produit de luxe. Cette année, le cacao a été arrivé à $10,000. Le prix de la tonne de cacao, ça a été plus cher que le prix du cuivre à la tonne. Okay. Donc, c'est un produit de luxe. C'est presque un minerai. Voilà. Ouais, le cuivre, il est utilisé pour faire... énormément de choses. Ouais. Même en industrie militaire. En ce moment, Trump est en train de faire Voilà. C'est les petites batailles avec le Brésil et tout ça, les pays qui produisent le cuivre, ou le Congo. Vous avez vite compris pourquoi ils ont très vite arrêté la guerre. C'est tout ça. Le cuivre est plus cher... Le cacao est plus cher que le cuivre. Donc, c'est un produit de luxe. Mais on peut en extraire un petit bout pour faire une recette. Ça, c'est ça qui est le produit populaire. OK. Voilà. Nesquik a 12% de cacao. C'est écrit dessus. Le reste, là, les 80, combien de pourcents, là, c'est d'autres choses.
Voilà. Ça, vous pouvez faire un produit comme ça. Mais c'est la boisson phare des petits déjeuners, quoi. Tout simplement. Mais un produit chocolaté, c'est un produit de luxe. Un bon chocolat, un chocolat de bonne facture, c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. C'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas sur les autres transformations. Moi, je reviens juste sur ces questions d'usine. C'est-à-dire que si on a de plus en plus d'usines, parce que tu parlais de l'infusion de pelure de cacao, donc c'est cette espèce de coque qui se trouve autour de la fève. C'est la peau de la fève de cacao. Exactement. Quand on veut faire le chocolat, on enlève cette peau. Exactement. Donc cette peau-là, elle est riche en fibres. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. À la fois, ce qui dit fibre dit papier. En potassium. Exactement. Oui, bien sûr. Qui dit fibre dit papier. Si tu utilises ça, oui, tu peux faire du papier. Ou sinon les infusions, comme on les voit. Oui, même comme les feuilles de cacao pour faire du Bushman, papier. Voilà, par ou bien exemple. des infusions, tout ça. C'est ça. Ouais. Donc plus il y aura de broyeurs et plus on aura encore, de toute façon, d'ouverture de cacao et de sous-produits. De sous-produits, voilà. Et les broyeurs gagneraient à financer les activités autour du cacao pour que le cacao, comment on appelle ça, il puisse avoir la matière première aussi facilement. Okay. Et que les gens ne n'ouvrent pas les grands yeux sur le chocolat ou sur d'autres produits. Et ça va les contenter. Donc, c'est-à-dire à mettre des... comme je réponds encore, dans aucun supermarché, vous allez trouver un vinaigre à base de cacao. Ouais, c'est pas normal, on est en Côte d'Ivoire. Il y a des ingénieurs ici. Il y a des écoles d'agronomie. Mais on n'a pas ça. Il faut que les gens puissent mettre ça en rayon. Il faut que ce soit disponible partout. Donc, si les gens, les géants financent ces zones d'activité, les gens vont se caser sur d'autres produits et puis ça va les laisser l'attitude de pouvoir exploiter les fèves convenablement. OK. Oui. Ils doivent financer les distilleries qui vont faire l'alcool du cacao. S'ils comprennent ça, les choses vont aller vite. Voilà. Tu as 100 000 maquis ou combien de boîtes de nuit, il n'y a pas de liqueur de cacao dans un maquis en Côte d'Ivoire. C'est ça. On passe à côté de quelque chose alors que on a économiquement on a beaucoup d'alcool de riz. Oui, voilà. Le saké, c'est un alcool de riz. Exactement. Oui. Au Japon, beaucoup de choses avec le raisin. En tout cas, tous les pays, j'ai l'impression, tous les pays qui sont les premiers sur des productions agricoles particulières ont un développement impressionnant de ces filières-là. Est-ce que peut-être c'est toi qui vas le faire, hein? Est-ce qu'on a un musée du cacao ici? Un musée du cacao, j'ai eu tellement d'idées, des gens qui ont parlé de ça, mais qui ne l'ont pas fait. Ben ouais, ce serait bien une idée. Hein? Ouais, un musée, c'est possible aussi. Moi, je parle pas spécifiquement pour le côté historique qui est très important. On en parlait au début. Mais surtout pour ce côté-là où les gens viennent. Par exemple, quand tu vas à Bordeaux, tu vas à la Cité du Vin et tu comprends totalement le pourquoi du comment du vin depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, quoi. Et c'est un très beau lieu qui génère énormément de trafic touristique. Oui. Les gens se bousculent pour aller là-bas et c'est une fierté de la ville à la fin de la journée, quoi. Oui. Même le vin, le raisin, il a quand même des liens même avec le cacao, botaniquement aussi. Quelques liens, oui, quelques éléments, points communs. Ouais. Mais, effectivement, c'est le cas. Si on arrive à faire ça pour le vin, il peut y avoir des musées de cacao. Ça aussi, c'est un investissement qu'un particulier peut faire. Moi, je crois en l'initiative privée. Ceux qui veulent investir là-dedans, il y a des opportunités. J'ai eu tellement de gens qui n'ont fait que parler, ils n'ont jamais fait ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Moi, j'ai un dossier tout rédigé sur ça déjà. Et celui qui le fera, ce serait tant mieux, mais celui qui veut le faire aussi avec nous, il n'y a pas de problème. Qu'au moins les gens puissent se rendre compte, quoi. Oui, qu'ils puissent se rendre compte. Et dans ce musée-là, on va beaucoup plus s'accentuer même autour du cacao. Ce qui est faisable autour du cacao. Mais bien sûr. Ben oui, bien sûr. Parce que je pense que les musées du chocolat, il y en a partout, tout le temps. C'est vu et c'est revu. Mais ici, il faudrait faire autre chose. Un peu, en accentuant autour du cacao. Dans ce musée-là, ça serait une belle trouvaille. Par exemple. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on va noter. Mais moi, je tiens juste à souligner, parce que depuis, on parle, mais on n'a absolument rien du tout contre le chocolat. Bien au contraire. Moi, j'ai produit du chocolat auparavant, à Sao Tomé, etc. Toi, tu en produis encore aujourd'hui. Tous les jours. On n'a absolument rien du tout contre le chocolat. Mais à un moment donné, quand on est le premier producteur d'un produit, on ne peut plus juste le regarder sous un seul angle. Donc, le transformer, avoir des premières transformations, d'accord, c'est très, très bien, on le broie. Mais à côté de ça, parce qu'on a des planteurs qui sont dans le noir, mais qui ont quelque chose qui a la possibilité de les éclairer. Donc, l'idée, c'est juste d'ouvrir les yeux sur
un autre pan. C'est ça. Moi, je dis toujours, ils sont vraiment, c'est-à-dire, ils ont un trésor sous les yeux, dans leurs mains, mais ils ne savent même pas, ils n'en sont même pas conscients. C'est ça le truc. Pour moi, tous les Africains du monde sont riches. À commencer par moi-même. Parce qu'on a des richesses évaluables en argent. Voilà, un pays qui produit 2 millions de tonnes, ou bien des coopératives qui produisent. Il y a des coopératives en Côte d'Ivoire qui produisent 5 000, 10 000 tonnes. Ouais. Mais 10 000 tonnes, une coopérative qui produit 10 000 tonnes de cacao, ça veut dire qu'elle a vendu 10 000 tonnes de cacao à 2200. Le calcul est vite fait, quoi. Ah oui. Et c'est 10 000 tonnes de fèves. De fèves, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça dit qu'à 2200, ça fait 22 milliards. Donc, une coopérative, elle est déjà... Et c'est un planteur est membre de cette coopérative. Et puis, lui, il est pauvre. Il y a quelque chose qui ne passe pas, en fait. Donc, il sait qu'il faut se mettre en... Donc, ils ont là une richesse. En plus de ça, autour du cacao dans lequel ils sont, il y a encore beaucoup de richesses. Si les planteurs savent qu'on peut vendre des feuilles de cacao à 25 000 francs le kilo, ils ne vont pas être pauvres. Ils ont des choses qu'ils ont, mais ils ne savent pas. Qu'on peut faire du vinaigre de cacao, qu'on peut faire de l'alcool de cacao. Apprendre à faire même une bière artisanale de cacao dans les villages, mais les gens vont boire. Ils vont vendre, ils vont gagner de l'argent. Ce qui est sûr, Axel, c'est qu'il y a énormément de potentiel sur tout ce qui se passe autour du cacao. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne peut pas tout étudier ou déblayer en un seul show. Mais ce qui est sûr encore, la troisième chose, c'est que nous, on va aller sur la plantation, on va suivre une des formations avec les différents étudiants qui seront là. On va proposer aussi à des personnes, j'ai envie de dire des tutos, peut-être sabonification, vinaigre. Oui, par exemple, ça c'est quelque chose que je peux bien faire pour ceux qui veulent apprendre. Pour que ça reste encore très très visuel. Maintenant, on est quasiment sur la fin. Moi, je voulais te demander, avant de conclure, du coup, on en a un peu parlé, mais le domaine cacao, toi, c'est quoi 3-5 ans, tes projections? Qu'est-ce que tu vois? Tu es un acteur clé de la filière. Donc, 3 à 5 ans, je pense qu'il y aura un développement beaucoup plus accentué sur ce qui va se tramer autour du cacao. Ok. Je pense bien. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y aura un développement très accentué sur le produit fini, c'est-à-dire le chocolat, localement. Ok. Ouais, la Côte d'Ivoire va être un hub, à mon avis, de la production de chocolat dans le monde. De chocolat. Parce qu'on était tout depuis lors sur le cacao. Ok. Ça a beaucoup plus se développé, à mon avis. Mais toi, tu sens qu'il y a un espoir pour ça? Il y a un marché, il y a les conditions réunies, ou bien c'est un chocolat export? Oui, ce sera un produit export. Ok. Ce sera un produit export. Il n'y a pas le marché pour le chocolat en Côte d'Ivoire. Donc, on va faire peut-être... Il n'est pas dynamique. Pour ne pas dire ça n'existe, c'est quasiment inexistant. Il n'est pas dynamique. On fait les premiers mélanges ici, on fait les pistoles, des choses comme ça. Ils vont faire des tablettes même ici. Les gens vont faire des tablettes ici. Je pense bien, dans un futur très proche. Mais tourner vers l'export. Absolument vers l'export. Ok. Ouais. Tous les pays qui mangent le chocolat, c'est des pays qui sont riches. C'est les pays riches qui sont les consommateurs de chocolat. Ouais. Le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire, c'est 60 fois moins que celui de la Suisse. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Étant donné que le chocolat est un produit de luxe, à choisir, les gens vont très vite s'orienter vers des produits de nécessité que vers la tablette. Je donne souvent un exemple aussi simple que les gens n'arrivent pas à se rendre compte. En Côte d'Ivoire, les gens vont manger, par exemple, une sauce qu'on appelle pistache, une sauce pistache. Ils vont le manger seulement à des périodes de l'année. Okay. C'est dû au fait que la pistache, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on ne mange pas ça toujours comme une sauce arachide. Okay. C'est des petits trucs que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une réalité. Rien n'empêche les Ivoiriens de manger tous les jours la pistache, mais ça coûte cher. Okay. Donc on attend des occasions pour pouvoir le manger. Pour pouvoir le manger. Ouais. C'est produit localement? La pistache, c'est les crèmes de courge. Ok. On a aussi au Cameroun. Bien sûr. Au Cameroun, il y a d'autres variétés tout petites comme ça qui sont magnifiques. C'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que là-bas, du coup, les gens en mangent beaucoup plus. Ça se vend même dans la rue, quoi. Les mets de pistache. Exactement. Ouais. Mais ok, donc développement d'une industrie chocolatière, en tout cas, ça, c'est ta perspective. Oui, je pense bien. Maintenant, autour du cacao, si les gens mettent un accent, je pense que ça va se développer. Ok, mais parfait. Écoute,
Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses, en tout cas sur cet échange. De toute façon, on y est, on est ensemble, et puis il y a encore beaucoup de choses. On a un bel objectif de 40 épisodes cette première saison. Super. Donc, on va essayer de les tenir. Le légendaire mot de la fin, n'est-ce pas, pour nos jeunes, tu peux regarder la caméra là-bas, réorienter ton micro comme tu veux. Et voilà, c'est le moment inspiration. Tenez-vous prêts. Alors, je tiens à m'exprimer directement à la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais la jeunesse de l'Afrique aussi, ceux qui sont beaucoup tournés vers la transformation, vers le fait qu'en Côte d'Ivoire ou en Afrique, il y a énormément de belles choses à découvrir, mais aussi des richesses à s'accaparer. En Afrique, les richesses, il faut juste s'abaisser pour les récupérer. Il n'y a qu'à s'abaisser pour ramasser. Prenez conscience du fait que le cacao est une richesse, elle est nationale et elle n'appartient à personne d'autre qu'à nous. Nous avons des opportunités autour du cacao qui sont incommensurables. Veuillez vous former et vous lancer immédiatement parce que l'Afrique a énormément perdu de temps. On compte sur vous. Soyez aux avant-gardes de la transformation autour du cacao. C'est une solution dans les années à venir. Sautez dès maintenant dans le train pour la révolution du cacao et autour du cacao. Autrement, on aura une plus-value économique plus forte et ça va nous autonomiser pour la jeunesse, mais aussi valoriser mieux l'économie du pays. Excellent. Je pense que tout est dit. Autonomisation, augmentation des revenus, indépendance, cacao souverain. Vous avez là un peu les mots d'ordre de cet épisode. Merci beaucoup Axel Emmanuel pour t'être rendu disponible. Merci Gabriel. Écoutez, subscribe, inscrivez-vous à la chaîne. Partagez l'épisode, posez-nous toutes les questions sur les formations, tout ce dont vous avez besoin, mais surtout retenez que l'Afrique est au cœur de cette révolution parce que 70% du cacao pousse sous nos latitudes. Malheureusement, c'est encore très, très, très sous-exploité. C'est presque un déchet, mais nous, on n'aime pas beaucoup ce terme. On va parler de sous-produits que vous pouvez valoriser. Vous n'avez même pas besoin d'être planteur de cacao. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode autour du cacao, le podcast qui va au-delà du chocolat. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour encore plus d'insights et encore plus d'innovations autour du chocolat. Et à très bientôt.